Mes chers collègues, bonjour, il est l'heure dont nous allons commencer ce conseil municipal. En préambule, je souhaiterais que nous respections une minute de silence suite au décès de M. Van Kerbroek, si vous voulez bien. Le projet numéro 1, c'est une motion en faveur de la lutte contre la cabanisation et la protection des espèces naturelles et agricoles. La commune de la Garde a toujours œuvré activement afin de lutter contre la cabanisation dont la pression ne cesse de croître au fil des années, principalement dans les zones agricoles et naturelles. Procédures pénales engagées par la commune pâtissent, trop souvent encore, du défaut de partie civile. Ainsi, la commune, malgré tous ses efforts de lutte, se trouve souvent démunie, faute de légitimité dans son action selon le parquet, du fait de l'absence de plainte des propriétaires impactés par les illégalités commises par des tiers sur leurs parcelles. Enfin, la commune a mis en place une procédure de préemption par le biais de la SAFER des terrains agricoles et naturels. Depuis 2010, la commune est parvenue à préempter 11 terrains pour la somme de 380 800 €, étant précisé que les tentatives de préemption sont largement supérieures, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas abouti du fait du retrait des ventes par les vendeurs eux-mêmes. En conséquence, malgré les moyens législatifs mis à disposition des maires de France en la matière, et eu égard en même temps à l'inapplicabilité de ces mêmes textes, le conseil municipal en appelle à monsieur le préfet afin de maintenir les efforts actuels de mobilisation partenariale et d'obtenir des moyens supplémentaires. Oui. Alors, ça concerne notre motion. Nous voterons pour et évidemment, nous sommes bien évidemment avec vous dans cette lutte. Quand on lit la motion, on comprend que c'est compliqué de lutter contre la cabanisation et nous n'en doutons pas un seul instant, Madame le maire. Ce que nous ne comprenons pas, c'est la raison pour laquelle il y a des départements où il est plus simple de faire respecter les lois de la République. C'est un phénomène ici qui touche nos 3 communes pour le plan 4, Carqueiranne, Lacros, Le Pradé et la Garde. Pourquoi n'avons-nous pas une approche globale avec un comité commun de pilotage pour enrayer ce fléau ? Nous avons proposé aux 3 autres villes de s'associer à la ville de la Garde et de porter ensemble les projets et de s'associer contre la cabanisation. Nous avons fait ça au mois d'octobre 2023. Sur les 4 villes, une seule a répondu, c'est la ville de Carqueiranne. Les 2 autres villes sont un petit peu plus en retrait par rapport à notre proposition. Mais la proposition tient toujours. Nous essayons toujours de les convaincre et d'aller tous ensemble porter les dossiers, puisque souvent, les problèmes sont en limite communale. Et nous avons des propriétaires sur la Garde et la cabanisation se situe sur la ville de Lacros, mais ce sont des espaces contigus et la même chose pour Carqueiranne, etc. Voilà. Donc nous sommes très actifs là-dessus, puisque nous avons fait quasiment 3 réunions avec le préfet à ce jour. Le préfet a bien entendu ce que nous leur avons dit. Nous avons même mené le procureur de la République sur site lorsqu'il était présent sur la ville il y a à peu près 1 mois et demi, de façon à ce qu'il se rende compte de ce qui se passait très exactement. Nous lui avons dit notre inquiétude quant à l'extension de ces zones de cabanisation, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, elles sont nombreuses. Et donc, je parlais de la vente. Il y a aussi des procédures qui nous échappent complètement. C'est-à-dire qu'on voit émerger maintenant des procédures de vente fictive. C'est-à-dire c'est une location-vente sur le long terme. Et après avoir fait une location de terrain pendant un certain nombre d'années, on voit apparaître des ventes à 0 €. Donc il est très compliqué de se positionner. Donc, mais nous sommes très actifs là-dessus. J'ai encore vu monsieur le secrétaire général la semaine dernière, qui est à nos côtés. Donc on espère en 2024 enfin pouvoir faire aboutir au moins 1 ou 2 dossiers, mais sachant qu'il y a 2 audiences par an et qu'il traite pour la totalité du département du Var. Je vous remercie. On va voter
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Projet numéro 2, Madame Hélène Del Santo. Bonjour à tous. Nous allons voter le retrait ou l'abrogation de délibérations, notamment les délibérations allant du numéro 2 à la numéro 10. En effet, après le vote du budget primitif, la commune a été informée par ses organismes de contrôle et de conseil, la préfecture du Var et la direction départementale des finances publiques du Var, par mail en date du 5 et 9 février 2024. D'ailleurs, ça n'a pas été adressé qu'à la commune, bien sûr, mais à toutes les collectivités et EPCI, pour informer de la nouvelle exigence juridique s'imposant aux communes qui mettent en œuvre le référentiel budgétaire et comptable M57, à savoir la communication du projet de budget 12 jours au moins avant le vote du dit budget. La commune entend se conformer à cette exigence et il est donc proposé de procéder au retrait de la délibération numéro 2 du conseil municipal du 22 janvier 2024 portant adoption du budget primitif du budget principal exercice 2024 de façon à procéder à un nouveau vote. Par ailleurs, pour se conformer au calendrier complet du cycle budgétaire, cette abrogation entraîne également le retrait des délibérations qui ont pour objet d'exécuter le budget, mais également l'abrogation des robes du budget principal et du budget annexe. Les équipes, les fonctionnaires qui doivent refaire le travail, j'en suis vraiment navrée. Navrée. Mais ce n'est pas de notre ressort. Les débats se passent après avoir exposé les faits et non avant. Donc vous aviez tout loisir de rester dans la salle et de nous prévenir au moment où on débattait. Madame le Mais maire, à ce moment-là, vous êtes sortis. Alors ne soyez pas de mauvaise foi. mais on n'est pas de mauvaise Monsieur foi. Chouquet. Oui, mais c'est sûr que vous auriez pu, même si vous dites que vous ne pouviez pas le faire en commission, vous auriez pu le faire lors de la séance en participant au budget. Moi, effectivement, je me suis rendu compte, c'est la première fois au cours de toutes ces années où je siège que j'ai vu une opposition sortir pour le vote d'un budget. J'ai trouvé ça totalement surréaliste. Mais enfin, c'est votre choix. Moi, je veux revenir sur un élément, enfin plusieurs d'ailleurs. Vous évoquez le fait que nous sommes la seule commune de la métropole à avoir voté ce budget. Sauf qu'effectivement, nous sommes la seule commune de la métropole à avoir voté ce budget avant la réception de ces courriers. Mais je crois qu'au-delà de ça, finalement, tous ces conseils se ressemblent parce que vous êtes en permanence sur des actes purement administratifs, un peu comme vous êtes dans le passé. On voit vraiment que vous n'avez aucun projet pour la ville. Vous êtes sur de la rumeur, sur de la démagogie, sur la désinformation. C'est assez navrant parce que on est là pour essayer de parler de la ville de la Garde et c'est un peu dommage que vous vous rabaissiez à ça. Ceci dit, vous faites comme vos amis politiques LFI et la NUPES, hein, je ne suis pas surpris par ça. Et puis le dernier point sur lequel je voulais intervenir, parce que vous êtes tellement vertueuse et puis vous faites le chantre de la transparence, mais il y a quand même, il y a une rumeur, vous êtes les spécialistes de la rumeur. Mais il y a une rumeur qui circule selon laquelle, moi j'y crois pas personnellement, parce que quand on est un élu, on vit dans la commune où on est. Et il y a une rumeur qui tendrait à dire que vous n'habitez pas sur la Garde. Donc, moi, madame, j'aimerais bien que vous informiez la population quand même de cette rumeur, parce que moi, je ne peux pas y croire, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est assez surprenant. Vous qui parlez de transparence, vous ne faites pas preuve de trop de transparence à ce niveau-là. Après, vous avez essayé toujours, dans ces propos polémiques, de faire des sondages. Des sondages qui n'ont qu'un seul but, c'est d'essayer de faire croire à la population que rien ne fonctionne au niveau de la commune de la Garde. Vous avez commencé par des sondages sur les accueils de loisirs. Or, je peux encore vous le dire, aux dernières vacances, il restait des places vacantes dans les accueils de loisirs. Nous avons pour objectif dans la commune d'accueillir tous les enfants. Vous, votre objectif, c'était de déterminer qui pourrait y avoir droit et qui n'y aurait pas droit. Vous voyez ? Nous ne sommes pas là pour dire ceux-là sont prioritaires, ceux-là ne sont pas prioritaires. Nous sommes là pour accueillir tout le monde.
Et c'est ce que nous faisons, et ce que nous faisons à chaque vacances scolaire. J'aimerais revenir un instant sur la question des frais de représentation de Madame le maire. C'est un sujet que vous maniez avec une certaine impudence, Madame. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez osé comparer à plusieurs reprises dans vos écrits les frais de représentation de Madame le maire de Lagarde avec ceux de Madame le maire de Paris. Donc en comparaison des deux villes, d'une part, bon, ça me paraissait un peu léger, mais là on frise quand même le comique, si je puis me permettre. L'un de vos collaborateurs a parlé ici même dans vos conseils municipaux de la population en détresse de Lagarde. Je pense que, oui monsieur là qui me hochait de la tête, mais c'est vrai, la détresse de Lagarde, en l'occurrence, c'est une détresse respiratoire devant les rires qui sont créés par votre comparaison. Vous savez que Madame Hidalgo est partie en Polynésie avec des frais de représentation non avoués et que la justice s'en est emparée. Est-ce qu'on est dans une situation qui ressemble de près ou de loin à celle qui se passe à Lagarde? Madame Bill conduit sa propre voiture. Elle n'a pas de chauffeur. Elle vit avec des frais de représentation que vous chiffrez au-dessus des autres. Évidemment, les autres n'en ont pas. Ça ne vous surprend pas que les autres n'en aient pas de frais de représentation? Les frais de représentation, c'est parce qu'ils vivent sur les frais de la commune, sur d'autres crédits, pour les mêmes fonctions. Donc nous sommes dans un raisonnement qui est complètement aberrant, et moi je vous suggère quand même, pour la clarté et la transparence de nos échanges, que vous quittiez cette posture qui est une posture totalement négative et qui n'apporte rien au débat. Personne ici ne peut dire qu'il y a des abus en matière de frais de représentation dans la ville de Lagarde. Et puis alors j'ai un deuxième point, mais c'est un petit codicile à vous amener. Votre retrait du dernier conseil municipal a eu pour les domaines de ma compétence et de ma délégation comme conséquence que nous sommes obligés de déporter les subventions aux associations que nous avions vécues. Voilà, donc c'est votre attitude. Vous la qualifiez de transparente? Non. Non, elle est totalement négative. Monsieur Kamat. Alors moi, c'est pour revenir à ce qui vient d'être dit, notamment, parce que moi je me sens concerné quand on vote contre le budget principal, quand on vote contre un budget. Et bien sûr, je continuerai à voter contre si ça ne me convient pas. C'est pas en faisant croire que être élu, c'est être profiteur et avoir 20 000 euros de frais de représentation, de ne pas être dans les clous à 4 jours ou 10 jours près pour voter une motion. Non, être élu, c'est pas ça. Moi, je suis fière d'être élue de ma ville. Je suis gardéenne de souche et de cœur. Je me bats, ainsi que tous mes collègues de notre majorité, pour faire avancer nos projets. Et ça, j'ai confiance aux habitants de Lagarde qui nous ont élus depuis 2001 pour le voir, parce qu'évidemment, avec tous les projets qui sortent, avec toutes les activités qui sont faites, les manifestations, je veux dire ça, on consomme gardéen, on travaille dans notre ville tous les jours. La difficulté aujourd'hui, elle est là, elle doit rester là, le débat, il doit se focaliser là-dessus, faire avancer les projets, porter vos avis sur nos projets, c'est une chose, mais après nous attaquer bassement comme ça, je trouve que c'est bien dommage. Voilà, c'est mon avis, je voulais conclure là-dessus. Je vous remercie. Pour les frais de représentation, Madame Perronnet, donc, généralement, administrativement, on parle en année pleine. J'ai été élue en novembre 2022. L'année pleine de frais de représentation, c'est 2023. Je vous ai dit que certains documents n'avaient pas fini. J'attends d'avoir tous les documents et tous les paiements pour pouvoir vous les prouver. On n'est que début mars. Hein, voilà. Donc laissez-nous le temps aussi de faire rentrer la totalité des factures de façon à vous les communiquer. Et je vous l'ai dit, on a demandé au maire précédent de nous fournir lui aussi nos frais de représentation, et à ce moment-là, on vous les transmettra en totalité, puisque vous le souhaitez, il n'y a pas de souci là-dessus. Que sur ce terrain-là, Madame Raymond, vous trouverez toujours plus fort que vous. Vous trouverez toujours plus populiste que vous. Vous trouverez toujours plus démagogue que vous. Et peut-être vous aurez l'occasion de le constater lors de prochaines élections. Parce qu'en jouant ce jeu-là,
vous ne renforcez pas ni la démocratie, ni la représentation des élus, ni le rôle des élus dans une commune ou ailleurs. Et ça, c'est un jeu dangereux que vous manipulez d'une manière trop fréquente, à mon avis, et qui pourrait avoir des conséquences électorales peut-être plus surprenantes que vous pouvez le supposer pour votre propre groupe. Projet numéro 10. Abrogation de la délibération numéro 9 du Conseil municipal du 22 janvier 2024 relative à la présentation du rapport d'orientation budgétaire et à la tenue du débat d'orientation budgétaire du budget annexe. Pour le vote, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. Donc, c'est la présentation du rapport sur la situation égalité femmes-hommes. Vous avez tous eu le document. Ça concerne à la fois au niveau des RH, les rapports hommes-femmes au niveau de la ville de la Garde, mais aussi toutes les actions que la ville met en exergue et en place pour favoriser le travail essentiellement des femmes, mais aussi soulager les familles. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Kamat. Donc, quelle alternative aux solutions? Travailler à la mixité des métiers, lutter contre le temps partiel non choisi, mettre fin à la discrimination relative à la maternité et à la paternité, et enfin déployer et renforcer le service petite enfance de la naissance à 5 ans. Voici quelques réflexions que je veux mener dans le débat. Et pour conclure, je pense que l'important, c'est vraiment de prendre en compte, et j'ose espérer qu'on aura sur ces questions un point d'étape et peut-être une conclusion dans un an, peut-être, pour voir un peu qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que c'est qui a évolué. Merci. Je vous remercie, Monsieur Kamat. Donc, je peux dire qu'au niveau de la ville de la Garde, les personnels féminins sont plutôt bien traités. Cette année, ce sont quasiment que des femmes qui ont passé les concours et qui les ont réussis. On n'a quasiment pas de personnes de sexe masculin qui ont fait cet effort. Après, on tourne les questions dans tous les sens. Le fait que les femmes travaillent à temps partiel, c'est sûr que les enfants sont plutôt assumés par les femmes, mais ce n'est pas de notre fait, puisque nous mettons en place, et ma collègue pourra le justifier, tous les moyens possibles pour que les enfants soient accueillis dans de très bonnes conditions au niveau de la ville. Nous sommes une des villes qui avons un très bon taux de couverture par rapport aux crèches. Alors, on n'est pas parfait, hein, je ne vous ai pas dit qu'on était parfait, mais on a quand même un bon taux de couverture. On offre même des possibilités avec le dispositif AVIP de pouvoir accueillir les enfants lorsque les mamans reprennent un parcours professionnel. Donc, je pense qu'on est plutôt attentif à ce genre de choses. Voilà. Donc, le contexte économique, les prévisions sont en tout cas nettement plus pessimistes que celles du gouvernement par rapport à ce qui avait été annoncé en novembre, qui bâtit son exercice 2024 sur une perspective de croissance de 1,4% et qui s'est vu contraint de revenir sur ses prévisions trop optimistes en procédant à l'annulation de 10 milliards d'euros de dépenses par décret. Petite parenthèse, 2025, ça sera 20 milliards et jusqu'à 2025, 50 milliards. Loi de finances 2024, revalorisation des bases fiscales décidées par l'État, 3,9%, hausse en trompe-l'œil de la DGF, durcissement des conditions d'octroi de l'amortisseur électricité, éligibilité du FCTVA des dépenses relatives aux aménagements de terrain, pérennisation des fonds verts, mais enveloppe récemment diminuée. Et nous avons eu des retours du président de la Cour des comptes qui, lui, parle de 430 millions en moins pour les fonds verts en 2024. La construction budgétaire 2024. Les grands axes du budget primitif 2024 respecteront nos engagements de bon emploi et valorisation des deniers publics. En ce qui concerne tout d'abord les
en faveur de tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, avec le maintien d'un haut niveau de service et dans un objectif aussi réaffirmé de favoriser les investissements en faveur de la préservation de l'environnement. Hypothèse en dépenses de fonctionnement, donc charge à caractère général, des tarifs des fluides encore élevés, ajustement contraint des tarifs du cirque face à la flambée des prix des denrées alimentaires, hausse du coût des assurances multipliée par 3, nécessaire maintien de notre sécurité informatique. En ce qui concerne les charges de personnel, les dépenses de personnel ont subi des hausses successives entre 2022 et 2023 du fait des mesures décidées par l'État de revalorisation du point d'indice en juillet 2022 et 2023 et revalorisation du SMIC. Ce chapitre évoluera à nouveau en 2024 avec les effets sur une année pleine de la revalorisation du point d'indice décidée en 2023, mais aussi des nouvelles mesures gouvernementales prises, notamment pour compenser les effets de l'inflation, donc attribution de 5 points d'indice à côté du 1er janvier 2024 pour tous les agents publics et revalorisation du SMIC notamment. Nos prévisions tiendront compte de ces décisions et anticiperont également une nouvelle hausse du point d'indice. Elles tiendront compte également du glissement vieillesse technicité, mais aussi de la revalorisation des tickets restaurants de 1 € en juin 2024. Par ailleurs, la commune a décidé, malgré son caractère facultatif, le versement de la prime pouvoir d'achat exceptionnelle à tous les agents répondant aux critères du décret publié le 1er novembre 2023 au journal officiel. Ce chapitre sera valorisé à près de 25 millions d'euros. Charges financières. La commune, très peu endettée, bénéficie de l'avantage des charges financières faibles. Elles s'élèveront à moins de 1% du total des dépenses de fonctionnement. Hypothèse en recettes de fonctionnement, revalorisation des bases de 3,9% décidée par l'État, un taux d'imposition neutralisé pour la taxe foncière, reprise des provisions, baisse des droits de mutation, DGF et autres dotations stables. L'endettement. En 2024, l'enveloppe dédiée au remboursement de la dette sera de 714 000 €, ce qui représente 28 € par habitant gardéen, contre 124 pour les communes de même strate. L'encours de dette est inférieur à 10 millions d'euros. Le ratio de dépenses demeure faible et nettement inférieur aux communes de même strate. Hypothèse en dépenses d'investissement. L'année 2024 sera encore une année de fort investissement avec un montant de l'ordre de 17 millions d'euros. Elle sera marquée par les travaux de la première phase du pôle multiculturel, construction du pôle culturel et la réhabilitation de la maison culturelle communale Gérard Philippe, par les travaux de la première phase du projet de réhabilitation du centre-ville, par le démarrage des travaux de construction de l'écolo-crèche Les Lucioles, par la réception des travaux de la phase 2 du confortement de la falaise de Massacan. Hypothèse en recettes d'investissement. Enfin, s'agissant de nos recettes d'investissement, notre épargne brute est un des leviers de notre capacité d'investissement. La recherche active de subventions reste une priorité pour l'ensemble des projets de la commune. Sera inscrit le FCTVA 2024 sur les dépenses de 2022. Aussi, l'équilibre de gestion entre l'autofinancement dégagé et les recettes prévisionnelles confirme le non-recours à l'emprunt. Je vous remercie. Bon, alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pas la polémique, on a dit qu'on vous donnait une réponse. Vous aurez les réponses. Madame Hélène Del Santo pour le projet numéro 13, rapport sur les orientations budgétaires, budget annexe cimetière. Pour rappel, le budget annexe cimetière a été créé par délibération du conseil municipal du 9 janvier 2023 et a pour objet de retracer les charges liées à la construction de caveaux d'avance vendus aux familles avec les concessions de terrain et donc les recettes qui sont liées. En 2024, ce budget intégrera les dépenses liées à la construction de 160 caveaux de 4 personnes et 33 caveaux de 6 places dans l'extension 3 du cimetière, ainsi que les recettes correspondantes. Donc, on est sur le budget annexe cimetière. Cimetière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Madame Del Santo, le projet numéro 14, espace gardien de l'économie, convention de partenariat entre la commune et les différentes chambres consulaires, l'Union patronale du Var et France Travail. Excusez-moi. Donc oui, l'espace gardien de l'économie. Il vous sera proposé donc là des conventions de partenariat portant sur une mise en commun d'échanges et de réflexion et d'action axées sur le développement économique de la commune avec les 3 différentes chambres consulaires, la chambre des métiers et de l'artisanat de région PACA, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et territoriale du Var, la chambre d'agriculture, mais aussi de l'Union patronale du Var et France Travail. La finalité en fait de cette nouvelle mission est de fédérer et de coordonner les principaux acteurs publics et privés liés au monde de l'économie, la métropole, enfin tous les partenaires qui viennent d'être cités, tout ça dans le développement et l'assistance et l'accompagnement d'entreprises et de créer pour favoriser et développer l'attractivité et l'activité économique de la commune sur le territoire. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Jannick Gay, la mise en place de la bourse d'échange de logements sociaux, approbation de la convention de partenariat. En préambule, ça a été voté et approuvé ce matin en bureau communautaire, en bureau métropolitain. Pardon. Madame Gay. Oui, la ville de la Garde est la seule ville de toute la métropole à avoir atteint et même dépassé les objectifs de 25% de logements sociaux qui nous sont imposés par la loi SRU. Et donc, on peut être particulièrement fier de ce résultat. Cependant, nous voici aussi un petit peu victimes de notre succès. Ainsi, le service logement de la ville de la Garde recense plus de 7000 demandes de logements sociaux sur la ville, dont 1500 demandes faites par des ménages gardéens. Parmi ces ménages, 153 sont déjà locataires d'un logement social et sont donc en attente d'une mutation sur un autre logement. L'offre des logements HLM sur la commune est à ce jour de 2156 logements, tous bailleurs confondus. Donc, avec Madame le maire et le service logement, nous essayons de trouver des solutions pour développer le parcours résidentiel des gardéens. Et nous avons décidé de mettre en place une bourse d'échange du logement social, donc une nouveauté sur la ville, sur la métropole et même sur tout le département. Ce projet qui a été soumis à la ville a été repéré par la métropole qui a décidé d'être porteur du projet et nous demande donc de les tenir informés de tout ce qui se passe à ce sujet sur la ville de la Garde. Et en fonction des résultats que nous obtiendrons, ils souhaiteraient peut-être le mettre en place au niveau de la métropole pour toutes les communes, bien évidemment volontaires. Donc, voilà, afin de répondre au mieux aux besoins des demandeurs de mutation, la ville de la Garde souhaite mettre en place une plateforme de bourse d'échange de logements sociaux. Une convention entre la ville, les bailleurs sociaux et les différents réservataires de logements HLM, précisant toutes les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette bourse d'échange de logements, devra être signée. Cette démarche conjointe et évolutive permettra d'assurer une cohérence et une souplesse dans l'offre de logement social sur la commune et d'affirmer les engagements de la ville pour favoriser le parcours résidentiel des locataires du parc social de la ville. L'échange de logements entre les locataires déjà en place n'a bien sûr aucune incidence sur la vacation et l'accès au logement de tous les autres demandeurs qui ne sont pas déjà dans un logement social. Donc, je vous demande au conseil municipal d'approuver les termes de la convention annexée que vous avez vue, d'autoriser Madame le maire ou son adjoint délégué, moi-même, à signer cette convention avec les différents bailleurs sociaux qui possèdent un parc locatif social sur le territoire de la commune et les différents réservataires de logements sociaux. Y a-t-il des questions? Monsieur Kamat. Et je disais que je ne poserai pas de questions sur cette délibération, tellement à la commission, ça a été clair, précis, et j'ai eu tout ce que je voulais. Enfin, un élu heureux. Et il me l'a dit, hein, il me l'a dit, je dis, est-ce que vous avez des questions à poser? Et Madame Zamouri aussi dit, non, pas de questions. Bon, très bien. Donc,
vous établissez un constat, mais la ville de la Garde n'a presque rien à se reprocher, puisque nous respectons intégralement la loi SRU, et nous sommes les seuls bons élèves du département. Mais vous voyez que la ville a quand même énormément d'attractivité, 1700 gardéens et 7000 demandes. 7000 demandes. Donc pour une ville en si mauvais état, si mal gérée, je pense que les gens ont un regard différent des élus de l'opposition. Alors, est-ce que vous voulez bien voter? Oui, qui souhaite intervenir. Oui, il n'y a pas d'autre. Si, il y a Mme Perronnet qui avait levé le doigt. C'est pour ça que j'attendais de finir. Non, justement, merci Madame Guay, parce qu'en commission, vous avez été très claire. Et surtout, c'est une très bonne délibération et nous voterons l'ensemble pour. Vous voyez, hein, comme quoi on n'est pas toujours opposés. D'ailleurs, c'est une mesure qui a été prise dans de nombreuses villes depuis de nombreuses années et qui fonctionne très bien. Donc, vraiment, nous vous remercions de le mettre en place à la Garde. Merci. Voilà. On va noter de votre contentement avec une grande... on va souligner. Voilà, on va donc passer au vote. Sachant qu'au niveau du département, c'est la Garde de la première ville à expérimenter ce dispositif et on espère qu'il va donner satisfaction aux différents habitants. Mais Monsieur le Président ayant été interpellé, souhaite y répondre. Oui, je voudrais dire un tout petit mot justement, puisqu'on fait des comparaisons au niveau départemental. Moi, je voudrais vraiment saluer le travail de trois de nos collègues, Jeannie Guay bien sûr, mais aussi Alain Dumonté en charge de la vie des quartiers et Alain Fumaz en charge de la sécurité, parce que j'observe sur les 21 quartiers prioritaires du département que c'est à la Garde que la situation est la plus sûre. C'est à la Garde qu'on a le moins de problèmes de sécurité. Et moi, je crois que c'est à mettre à l'honneur. Et on ne le dit jamais, mais aujourd'hui, j'ai envie de le dire. Et remercier les acteurs qui font un excellent travail, et notamment nos collègues élus en charge de ces questions, parce que la ville de la Garde sur ce domaine-là est exemplaire. Hein. Voilà. Ils ont voté, hein, de toute façon. Oui. Tu dois lever la séance. La séance est levée. Merci. Je suis contente de